Le petit chat qui se promène, quand il explore des endroits où il y a de la végétation, évidemment, moi, je ne marcherai pas là-dedans, parce que ça, c'est cultivé. Mais autrement, quand il est sur des espaces comme la pelouse, ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour que le chat s'habitue à une très grande proximité, parce que je veux qu'il marche avec moi plus tard. Fait que sa référence, c'est mes souliers. Moi, quand je l'accompagne, mes pieds sont tout le temps collés sur lui. Mais là, on va s'éloigner, on va aller sur l'autre pelouse à l'ombre de toute façon, parce que moi, le soleil arrive à un point, ça me tanne. Petits chats, d'habitude, n'aiment pas se faire prendre de certaines façons, mais ils vont s'y habituer. C'est que quand ils se font prendre, ils n'ont pas le contrôle sur leur mobilité, puis ils se souviennent qu'ils sont des proies. Alors, il ne faut pas que je sois un prédateur, donc je le contiens le moins possible. Et puis, je fais des mamours un petit peu comme si j'étais sa maman. Le fait d'avoir des mamours, des contacts affectueux, ben c'est sa mère qui le flatte parce que chez les chats, le mâle n'est pas très présent en tant que parent. C'est très très rare. Il n'y a pas beaucoup de félins chez lesquels le mâle est présent. Quoi qu'il y en a qui ont la nature en eux d'accompagner leur progéniture. D'habitude, un lion va tuer les lions déportés des centres précédentes. On a constaté qu'il y avait des lions qui devenaient chefs de la tribu, de la meute, et puis qui malgré tout laissaient vivre les enfants de l'autre précédent. Ce qui n'est pas complètement clair pourquoi, mais on sait qu'ils le font. Il y a beaucoup de choses que en science on connaît, mais qu'il n'y a pas de consensus en quelque part. Pourquoi? C'est que l'ancienne idée doit prédominer. Ça, c'est un gros problème. On a un chercheur qui est habitué à quelque chose d'une façon, puis qui donc va dire que ma façon est la bonne, puis je reste dans ma façon, puis j'ai pas l'intention d'évoluer. Ça, je l'ai déjà dit, mais j'aime le redire parce que c'est essentiel. On prend Hans Rosling dans Factfulness, même si c'est le même titre en français qu'en anglais. Lui a été à l'ONU avec son questionnaire de... Voyons. Pourquoi je cherche mes mots? Pas sociologie, là, mais démographie. À quel pays l'éducation des femmes est plus avancée? À quel pays l'âge de l'éducation des femmes est maintenu le plus longtemps? Quel est le pays où la disparité entre les riches et les pauvres? Il y a une série de questions comme ça. Et puis lui, quand il est allé à l'ONU avec son questionnaire, il s'attendait à planter sérieusement, à se faire dire, ben écoute, on t'a invité comme conférencier, mais on a l'impression qu'on connaît tout ce que tu racontes. C'est des choix de réponses, 4 réponses possibles. Un singe au hasard va avoir 25% des... Les singes, tu prends 2000 singes, tu fais un questionnaire avec eux, on va avoir 25% de bonnes réponses avec les 2000 singes. Mais si on prend les êtres humains moyens, on a des préjugés, donc on est en bas des résultats des singes. Mais lui s'attendait quand même qu'à l'ONU, les résultats étaient pour être élevés, qui étaient pour avoir de bons scores. Donc c'est 6% de bonnes réponses. Je ne sais pas si c'est dans le livre ou bien dans une des conférences que j'ai écoutées que lui faisait, mais ce qu'il raconte, c'est que on voit donc que nos dirigeants, les gens à qui on délègue le pouvoir de prendre des décisions pour nous et qu'on n'a pas l'autorité de remettre en question parce que ce sont de grands sages, n'est-ce pas? On voit que ces gens-là, nos grands décideurs, ont appris de professeurs qui eux-mêmes ont appris de professeurs qui, probablement, eux étaient à jour. Parce que tous les préjugés qu'on voit dans les questionnaires de l'ONU, ça a été vrai, mais il y a 100 ans. Fait que personne ne se maintient à jour, on continue de répéter ce qu'on croit savoir. Ça pose un problème. Alors, avec l'éducation des animaux, on a le même problème qu'avec l'éducation des humains, c'est que la perspective était, à une certaine époque, que le pouvoir doit être exercé. Donc, je dois contraindre les gens à faire des choses pour moi. Ça, c'était une perspective. En même temps, avec cette perspective-là, là, il y avait aussi la connaissance est limitée. Mais quand on partage la connaissance, on la diminue. Alors qu'on sait maintenant que la connaissance est illimitée, on est toujours capable d'ajouter de nouvelles informations avec le travail qu'on fait. Et si on a une connaissance qui est illimitée, à ce moment-là, quand on la partage, on l'augmente, on la multiplie. Alors, on est vraiment confronté à ça. Puis quand on regarde les groupes professionnels qui ont des... pas les actes protégés, je suis capable de concevoir, là, mais dont le contenu de connaissance n'est pas disponible au grand public parce qu'on veut protéger le fait que ce soit eux les gens qui sont connaissants. Bien, à ce moment-là, on a un gros problème. On ne peut pas savoir est-ce que oui ou non les compétences de ces gens-là sont à jour, est-ce qu'ils répètent des choses qu'ils ont appris qui étaient vraies il y a 100 ans ou 200 ans, ou bien ils ont réellement une compétence quelque part. Il faut être capable de vérifier quand quelqu'un fait des affirmations, d'où viennent ces affirmations.
Mais c'est pour ça que j'ai l'intention vraiment de mettre en place un système qui va s'appeler 3-5. Vérifier aux 3 ans, attention, tu es sur la bordure. Vérifier aux 3 ans ce qu'on croit savoir en utilisant des données qui datent de moins de 5 ans et des données dont on peut vérifier, valider la pertinence. Des données qui ont été reconnues par les pairs, qu'on dit. Si, par exemple, moi, je suis psychologue et je suis en rééducation pour des problèmes de cognition qui sont défectueux, la thérapie comportementale, cognitiviste, ça porte un autre nom, mais ça ressemble à ça. Quelles sont les cognitions, quels sont mes comportements, puis on essaie de regarder s'il y a si ça fonctionne ensemble ou bien si c'est plein de dissonances, de contradictions, puis d'idées dogmatiques qui viennent de nulle part, qui ne servent à rien. À ce moment-là, bien, cette thérapie-là, les gens qui la pratiquent sont d'accord entre eux sur plusieurs sujets. On a un accord qu'on appelle accord interjuge. À ce moment-là, c'est l'accord Cohen-Kappa qui va nous donner des résultats entre 1 et moins 1. Moins 1, c'est quand il y a un consensus qui est fait dans les deux groupes et les deux groupes sont en désaccord total. Ça, c'est moins 1. Et quand on regarde le monde universitaire, en général, le consensus est autour de 0,95. Il y a une raison pourquoi c'est rarement 1, c'est que la science est toujours en évolution. Alors, si moi, je suis à l'université et qu'il y a de la science qui continue d'avancer, bien, si je suis à la pointe, il y a des gens qui vont avoir des opinions sur quels vont être les prochains résultats auxquels on va devoir s'ajuster. Et ça, ces opinions-là, vu que ce n'est pas encore coulé dans le béton, ça va nous amener à 0,95 au lieu de 1. Et si je demande un avis à ces gens-là, donc l'avis, ça va être à ce moment-là, ça sur quoi ils sont d'accord, bien, je vais avoir la même réponse plus que 95% du temps. C'est vraiment quand on arrive vraiment pointu que là, la divergence commence à avoir lieu. Alors, quand les gens ils parlent des scientifiques comme ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, c'est qu'on va avoir un immense bassin de connaissances sur lequel l'accord est très élevé. Puis là, les autres vont arriver, ils vont poser une question sur un segment très pointu dans lequel les conclusions ne sont pas encore complètement établies. Puis là, ils vont dire, bien, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas de même que ça marche. Ça sert à faire de la désinformation. Plus on apprend, plus on augmente la surface. Si on imagine que la connaissance est un immense cercle, plus on avance, plus on repousse les limites, plus on augmente aussi la surface de ce qu'on ne connaît pas, qui fait le tour du cercle. Fait que si j'augmente... Ah, on a une voiture, quelqu'un qui observe. Si j'augmente la connaissance générale, bien, je vais me retrouver à avoir un cercle de plus en plus grand qui représente les connaissances à venir sur lesquelles on n'est pas encore d'accord. Mais si on va dans le noyau, dans le milieu, il y a énormément de ces connaissances-là qui font partie du quotidien de tout le monde, qui sont d'accord entre eux. Je demande à la majorité des humains sur la planète, qu'est-ce qu'un atome? Ils ne vont pas me répondre la même chose que les Grecs disaient, qui était la matière, quand on n'est plus capable, nous, manuellement, de la séparer davantage. Pour un Grec, l'atome, c'était une notion que nous autres, on a passée. Maintenant, un atome, c'est nécessairement au moins un proton au milieu de l'atome et au moins un électron autour de l'atome. Et là, on a un atome d'hydrogène. Si on augmente le nombre de protons, on doit ajouter des neutrons à l'intérieur de ça pour neutraliser la force des protons qui autrement s'expulseraient un l'autre. Et là, après ça, on va avoir les électrons qui vont s'organiser en couches successives. Et ça, cette connaissance-là est de plus en plus 100% reconnue par les gens, le public en général, à moins de faire partie de religion. Là, à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des notions scientifiques qui contredisent les dogmes religieux. Puis un dogme religieux, on n'a pas le droit de contredire ça. Fait que si on fait la connaissance de l'atome, puis on vérifie qui comprend qu'est-ce qu'un atome et qui ne comprend pas ce qu'est un atome, on va retrouver que ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un atome sont des religieux. Ça ressemble à ça. Comportement avec le chat. Si je laisse le chat exprimer ce qu'il veut, il va s'habituer à ma proximité, il va aimer ma proximité, il va jouer avec la laisse au lieu de la détester puis de la craindre. Et au fur et à mesure que ça va aller, quand moi je vais me déplacer, le chat va m'accompagner parce qu'il se sécurise de ma présence, il aime être avec moi. Fait que c'est ça la game. On commence par obtenir le comportement qu'on désire, qui est le chat accepte la laisse, qui est le chat accepte ma proximité. Et après ça, bien, quand moi je vais me déplacer, le chat va avoir l'habitude que je sois près de lui, il va chercher à rester avec moi et je n'aurai jamais à le demander, il va le faire de lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on fait avec l'apprentissage des enfants au primaire, on les encourage à explorer n'importe quoi, ils vont le faire, ils vont devenir très connaissants et l'humanité va aller beaucoup mieux. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon plat de pâtes. Merci.